Jox, vous avez été fondateur du Parti Socialiste, compagnon de route de Mitterrand, ministre de l'Intérieur et de la Défense, et membre du Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. Et là, vous partez du Conseil, au lieu de vous arrêter, vous vous lancez dans une nouvelle carrière et vous devenez avocat. Pourquoi? Carrière, je ne sais pas. En effet, je me suis inscrit au barreau. Je suis magistrat. Vous oubliez de dire que j'étais magistrat de la Cour des comptes. J'étais aussi. Mais c'est pas avocat. Président de la Cour des comptes. Non, mais c'était mon métier. Or, comme magistrat en retraite, je pouvais m'inscrire au barreau direct. Et pour voir les tribunaux pour enfants, il faut être soit un enfant prévenu, soit les parents, soit les témoins, soit les policiers, soit les éducateurs, soit les membres du barreau. On n'a pas besoin d'être un des avocats des partis. C'est comme ça que j'ai pu entrer. Et comme j'avais été horrifié par les lois Perben et Sarkozy portant atteinte à l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs, j'ai décidé d'aller voir ce que c'était de près. Et j'en ai sorti un livre qui a, je pense, informé beaucoup de gens sur quelque chose de très ignoré. Mais vous devenez avocat pour aller voir, pour pénétrer dans les prétoires qui jugent les mineurs. Voilà. Pas parce que vous vouliez être avocat en soi. Non. Non. Non, je suis devenu, après avoir longtemps étudié, pendant près d'un an, je n'ai fait que regarder. J'ai fait un véritable reportage, pas seulement à Paris, à Créteil, à Nanterre, à Nantes, à Bordeaux. J'étais dans 15 villes de France, j'étais en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, pour voir comment ça fonctionne, aux États-Unis. Et c'est après que je me suis convaincu que le système français de justice des mineurs, qui était un grand progrès en son temps, en 1945, était en voie de démolition. Alors je me suis mis à plaider pour des enfants. Je continue à le faire de temps en temps. Mais ce n'est pas vraiment une carrière, je fais ça à temps très partiel. Et vous le faites gratuitement? Je le fais gratuitement parce que, vous savez, les avocats commis d'office sont payés, ont le droit d'être payés, des vacations qui ne sont pas très élevées. En plus, moi, j'ai une retraite de haut fonctionnaire. Je ne me vois pas aller demander quelques dizaines d'euros à l'État pour faire quelque chose qui est, au fond, comme un devoir civique. Alors, dans votre voyage, reportage sur la justice des mineurs, vous constatez quoi? D'abord, je découvre, parce que je connaissais, comme beaucoup de gens, mais ayant été moi-même magistrat, professionnellement, parlementaire, ministre, je connaissais un peu la justice pénale, je connaissais un peu les juridictions du travail, je ne connaissais absolument pas les juridictions des mineurs. C'est une justice très spéciale qui repose sur le temps. On ne juge pas un enfant en vitesse. On ne le juge pas sans qu'il y ait un rapport d'éducateur qui donne une opinion ou deux opinions sur les perspectives de cet enfant. On ne le juge pas sans qu'il y ait un avocat. On ne le juge pas sans qu'il y ait eu une enquête préalable. Donc c'est une justice qui prend le temps de quoi? D'apprécier dans quelle mesure un enfant appelle une sanction, laquelle, ou au contraire suppose qu'on attende un peu de temps et qu'on lui impose ou qu'on lui propose des mesures éducatives qui vont le faire peut-être changer et rentrer dans le rang. Et 80% en France, 80% des enfants qui viennent au tribunal des enfants pour une infraction plus ou moins grave, 80% ne reviennent jamais. Donc ça ne marche pas si mal. Alors après les 20% autres, il y en a qui reviennent. Donc vous constatez que la justice des mineurs fonctionne plutôt bien. Plutôt bien, grâce à un dévouement incroyable de magistrats mal payés, débordés, surchargés, avec des greffiers pas assez nombreux, des greffières, avec des moyens matériels insuffisants. Donc c'est un problème général de la justice française dans le domaine social, c'est le manque de moyens. Il y a toute la question autour de la justice des mineurs, de l'ordonnance de 45, Oui. donc qui est en débat, qui a été déjà modifiée, qui peut-être est encore en débat au ministère de la Chancellerie. Pourriez nous parler de l'ordonnance de 45, qui est une loi fondamentale pour les mineurs? Alors, l'ordonnance de 45, c'est une des ordonnances de 45, parce qu'en fait, De Gaulle, qui était à l'époque le chef du gouvernement provisoire, c'était la France, était à peine libérée, elle n'était pas libérée, la guerre n'était pas finie. C'est extraordinaire que le février 45, alors qu'il y a la contre-offensive des blindés de von Rundstedt dans les Ardennes, c'est la guerre, je m'en souviens, j'ai un petit garçon. De Gaulle promulgue, parmi d'autres textes, une ordonnance sur la justice des mineurs. Il faut se rappeler que la France, entre les deux guerres, entre la guerre de 14 et la Deuxième Guerre mondiale, avait peur de manquer d'enfants. Les politiques natalistes de l'entre-deux-guerres étaient faites parce que la France avait perdu beaucoup d'hommes, militaires ou civils, et donc on voulait des enfants.
Et l'ordonnance de 1945, elle reflète cette politique nataliste, et c'est ce qu'écrit De Gaulle dans ce qu'on appelle l'exposé des motifs. La France n'est pas assez riche d'enfants pour en perdre un seul qui pourrait être ramené dans le droit chemin. Donc c'est une politique, non pas nataliste, mais une politique de l'enfance, une politique de sauver la population au lendemain d'une Seconde Guerre. Et deuxièmement, c'est une politique inspirée par, au fond, les philosophes. Alors, c'était conforme au programme du Conseil national de la résistance, ça faisait partie de ces visions optimistes, réformatrices et généreuses qui ont animé cette période. Malheureusement, elle a été, comme vous dites, en effet, elle a été modifiée des dizaines de fois, parfois en mieux, y compris De Gaulle en 1958 a pris une nouvelle ordonnance pour développer encore le service social, mais avec Sarkozy de façon étrange, maniaque, systématique, fébrile. Tous les ans, une ou parfois deux lois pour raboter cette loi mettant en cause les mineurs et les enfants, alors que dans la réalité, les mineurs commettent peu d'infractions, très rarement des crimes. Le plus souvent, dans des conditions telles qu'on voit bien d'où ça vient et comment on peut les en sortir, et qu'il y a une réponse pénale, comme on dit aujourd'hui, très forte, beaucoup plus, par exemple, que pour les grands fraudeurs fiscaux, par exemple, parmi lesquels on trouve rarement des enfants. Et donc, qu'est-ce qu'il en reste de cette ordonnance de 1945, puisqu'elle a été rabotée successivement? Il en reste les principes fondamentaux, c'est-à-dire ne juge les enfants que des juges spécialisés dans des formations particulières, selon des procédures elles-mêmes spéciales. Il y a la réduction automatique de peine et des tribunaux spécialisés, c'est ce qu'avait commencé à démolir Sarkozy. Malheureusement, le projet de loi qui existe, ou plutôt l'avant-projet de loi qui existe à l'heure où je vous parle, et qui verra peut-être le jour dans l'année en cours, ou l'année suivante, ou un jour peut-être, est gelé, est bloqué. Et Christiane Taubira, qui a beaucoup travaillé là-dessus, dans un sens à la fois de restaurer ce qu'il y avait de meilleur dans l'ordonnance en 1945 et de tenir compte de l'expérience, et aussi des moyens et des théories psychologiques contemporaines qui ont fait des progrès depuis 1945 par rapport à la façon de traiter un enfant, de guérir un enfant. Car beaucoup d'enfants qui sont délinquants sont des enfants qui ont besoin avant tout de soins, des enfants abandonnés, des enfants pas élevés, des enfants déscolarisés ou pas scolarisés. Donc ce sont des enfants à certains égards malades et qui ont besoin de quels soins? Souvent des soins médicaux normaux, mais aussi de soins psychologiques. Et ça, c'est une orientation qui n'est pas du tout béni oui-oui, bénissante, pitoyable, qui est simplement, on s'occupe de ces enfants, on s'occupe de nos enfants en fait. Bien ou mal, on s'en occupe. Des enfants dont personne ne s'occupe, si ce n'est pas la société qui les prend en charge, qui les prend en main, qui les remet, eh bien ils peuvent devenir des grands criminels, des gens très dangereux. Moi j'ai l'impression que l'enfant, dans cette ordonnance du 1945, était un enfant que la société devait protéger. Oui. Et moi j'ai l'impression, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cette analyse, j'ai l'impression qu'avec le temps, ces années Sarkozy, l'évolution de la société française, on a l'impression que l'enfant est face à la société, et c'est de la société qui doit se protéger de l'enfant. Il y a comme un renversement de la figure et du regard sur la délinquance des mineurs. Oui, malheureusement, c'était clairement exprimé dans l'ordonnance de 1945, signée De Gaulle, général de blindé. Il s'agit de la protection de l'enfance. Alors, est-ce que ce changement d'idée, ce changement de plan était fatal? Je pense qu'il est lié quand même à des conditions économiques contemporaines, c'est-à-dire que le nombre de jeunes qui sont au chômage, le nombre de jeunes qui sont d'origine post-coloniale et qui ont vécu dans des quartiers pas seulement difficiles, des quartiers déshérités, souvent dans des familles éclatées ou sans famille, le nombre de jeunes donc, qui sont à la fois victimes d'une espèce d'une situation de fait, le chômage, et d'une situation culturelle, c'est-à-dire d'une minorité ethno-culturelle qui est souvent marginalisée, ghettoisée, ceux-là tombent plus facilement dans la délinquance, surtout s'ils entrent dans la voie terrible du trafic de drogue, qui est une façon de gagner de l'argent. Et à ce moment-là, effectivement, on peut cibler
non pas la jeunesse, mais une certaine jeunesse comme étant responsable de tout et menaçant tout le monde. Alors qu'en vérité, la France n'a jamais été aussi sûre. Et il n'y a pas plus d'enfants ou de jeunes délinquants aujourd'hui qu'il y a un siècle. Mais il y a un siècle, qu'on appelait les Apaches, oui. Les rôdeurs de barrières, les gens qui habitaient sur les fortifs. Bon, c'était des petits Bretons, des petits Auvergnats, des enfants de familles un peu disloquées, pauvres aussi. Donc il y a toujours eu, dans la jeunesse des plus pauvres, un plus grand danger de tomber dans la délinquance. Et il y a toujours eu un souci de la société de s'en protéger. Il n'y a pas toujours eu un souci de les aider eux. Et ça, c'est la grande nouveauté, déjà énoncée en 1936 avec le Front populaire, qui a débouché, on peut dire, en 1945, qui a rebondi encore dans les années, et qui a été abandonné pendant la période Sarkozy, pour des raisons mystérieuses, parce que, à part le personnage angoissé qui me donne l'impression d'être, on ne comprend pas. Quand il dit oui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas comme quand il y a 50 ans, si, c'est à peu près comparable. La seule différence, la grande différence, c'est qu'un jeune d'aujourd'hui ou d'hier, s'il a un boulot, s'il a une petite amie, s'il a un logement, il ne tombe pas dans la délinquance, ou très rarement. Tandis que quand il y a l'addition de la difficulté socio-ethnique d'appartenir à la France postcoloniale, l'addition d'avoir vécu, d'avoir été élevé dans des quartiers difficiles à vivre, d'avoir été déscolarisé ou pas scolarisé, et d'avoir une famille éclatée, une famille monoparentale ou pas de famille du tout, alors là, effectivement, ça alimente ce qu'on peut craindre. Dans votre livre, Pas de quartier, là, qui raconte justement... Pas de quartier, point d'interrogation. Qui raconte ce voyage et ses rencontres avec ces jeunes au tribunal, ça a permis d'alimenter le débat justement pour consolider l'ordonnance de 45. Oui, j'étais très content de voir que mon livre avait du succès, j'en ai vendu beaucoup. Et j'ai cru qu'en plus il a été adopté par Christiane Taubira. Beaucoup de gens ont trouvé que c'était bien. En partie, mon mérite est quand même assez limité. C'est un sujet inconnu. Alors, quand on parle d'un sujet, comme un explorateur qui rentre de l'autre bout du monde, tout le monde va écouter ce qu'il raconte. Moi, j'étais comme un explorateur. Mon livre a eu ce succès d'estime. En plus, je pense que, comme j'ai consacré beaucoup de temps à une partie de reportage et aussi à eu le droit comparé, à rappeler ce qui se passe en Allemagne, en Espagne, en Autriche. Bon. Et j'ai cru que vraiment ça allait aboutir très rapidement à ce que François Hollande avait annoncé pendant sa campagne, c'est-à-dire la restauration de l'ordonnance de 1945, allait avoir lieu. Alors je vous parle, ça n'est pas encore entrepris, j'espère que ça aura lieu. Et justement, on parlait de justice, vous avez fait une autre exploration dans une autre justice, non pas celle des mineurs, mais la justice sociale, c'est-à-dire les prud'hommes et les tribunaux des affaires de la sécurité sociale. C'est aussi un constat difficile d'une justice appauvrie. C'est lié, l'un est lié à l'autre. En vérité, je connaissais les prud'hommes depuis toujours, parce que quand j'étais étudiant et même jeune magistrat syndiqué à la CGT, j'ai toujours suivi. Je ne connaissais pas les autres juridictions sociales, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité, la commission départementale d'aide sociale, la cour nationale de l'incapacité. On ne connaît pas. Qui connaît ces tribunaux? Les gens qui ont besoin des services sociaux, qui sont en difficulté, qui vont faire appel, etc. Et à ma courte honte, j'ai découvert ça dans les couloirs des tribunaux pour enfants. À cause de femmes, sur les tribunaux pour enfants, voilà, des mères, on voit rarement les pères, malheureusement. Mais il y a toujours les mères. Et dans les couloirs des tribunaux, on attend tout le temps. Et comme j'étais là, avec ma robe noire et mes cheveux blancs, il y avait des femmes avec leurs papiers plein leurs sacs qui sont... Donc je donnais des consultations juridiques, même pas des consultations. J'aidais des femmes, des mères en effet, à lire un papier qu'elles ne comprenaient pas. Je le traduisais en français courant à des femmes qui parfois parlaient mal même le français, des documents venant du tribunal des affaires de sécurité sociale, des prud'hommes, de la commission de surendettement, du conseil de discipline du lycée pour les gosses. Et c'est là que j'ai découvert ces juridictions et j'ai voulu aller voir ce que c'était. Et là, j'ai fait un peu la même chose. J'ai fait un reportage aussi en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Allemagne.
pour voir ce qui se passait en France et comment ça se passait à côté. Et j'ai découvert que la France était la lanterne rouge de l'Europe dans ce domaine. Nous avons, chez nos voisins, en matière de juridiction sociale, y compris pour les prud'hommes, pour lesquels malheureusement on ne progresse pas, on recule plutôt pour le moment, par rapport à ce qui se passe en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. À nos frontières, il y a des pays tout proches où cela fonctionne de façon bien supérieure du point de vue de la rapidité, de l'efficacité et puis de l'équité. Parce que les gens qui font appel à des tribunaux, quand c'est le directeur du contentieux d'une grande société pétrolière, c'est son boulot. Et puis il y a des collaborateurs. Les pauvres gens, et souvent des femmes en plus, qui ont des difficultés avec un enfant, puis un autre, et puis un enfant qui est au collège, et puis un enfant qui est viré, et puis qui doivent en plus aller dans le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui reçoit des documents qu'elle ne comprend pas, des dates qui ont expiré, etc. C'est extrêmement injuste, c'est un système qui est très inégalitaire, parce que les gens qui ont des moyens intellectuels, financiers, qui ont une certaine surface sociale, vont toujours s'en tirer, y compris en se trouvant un avocat qui va faire ça pour eux. Tandis que le bas de l'échelle sociale, les gens les plus pauvres, les plus déshérités, c'est eux qui ont le plus besoin des juridictions sociales. Et c'est eux qui ont le moins facilement accès. Or, ces juridictions sociales, très peu de Français le savent, la justice en France, elle est très pauvre. Mais elle fonctionne quand même. Elle rend 3 millions de décisions par an, en gros. 3 millions de décisions au fond. Là-dessus, il y a 2 millions qui sont des décisions dans le domaine civil. Un demi-million, 500 000, c'est les décisions des juridictions pénales. Et un autre demi-million, c'est les juridictions sociales. C'est-à-dire que tous les jours en France, 500 000 décisions par an, tous les jours ouvrables en France, il y a 2000 décisions d'une juridiction sociale qui concernent 95% des gens qui ne sont pas toujours capables de lire le jugement, de savoir pourquoi ils l'auront, comment ils l'auront, et qui arrivent et qui tombent dans des conditions qui sont d'autant plus difficiles que les juges qui sont chargés de ça sont tellement débordés que très souvent, ils s'imposent des délais incroyables. 15 jours, 1 mois, 3 mois, pour prendre une décision. Ce fait que les gens, parfois, ne croient même plus qu'il y a une justice possible. Et donc, ils abandonnent leurs affaires. Donc, le constat sur les juridictions sociales, et notamment les prud'hommes, vous avez arpenté, et c'est vraiment accablant. Accablant. Et incompréhensible, parce que la France, on compare à la Belgique, à l'Allemagne ou à la Suisse, on n'est pas des pays fondamentalement différents. Mais accablant, c'est-à-dire? Racontez-nous un peu. C'est-à-dire que c'est l'inégalité maximum. C'est-à-dire que ces juridictions, elles sont faites pour appliquer le droit social. Le droit social, il est fait pour qui? Pour les gens les plus pauvres, les plus démunis, les plus en difficulté. Si les juridictions chargées de faire appliquer le droit social sont inaccessibles, s'il n'y a pas ce que les Anglais, ou dans le vocabulaire juridique anglais, il y a un mot qui a été traduit en français par justiciabilité. La justiciabilité, c'est le fait pour un droit de pouvoir avoir un juge accessible auquel on peut s'adresser et qui va vous donner raison. Cette justiciabilité en France, pour les juridictions sociales, pour la plupart des juridictions sociales, elle n'est pas nulle, elle est faible, et elle est d'autant plus faible qu'on est plus bas dans l'échelle sociale, dans l'échelle culturelle. Donc c'est l'injustice dans l'injustice, et je suis sidéré, déçu et choqué que depuis 2 ou 3 ans, on n'ait pas entrepris une action massive dans ce domaine. D'autant plus que, c'est pas très cher. Le budget de la justice est un des plus petits budgets qui soit. Il y a beaucoup plus de budget de la justice consacré à l'administration pénitentiaire, à la construction de prisons, qu'aux juridictions judiciaires en particulier. Donc, il n'y a pas de réflexion. Là aussi, c'est pour moi une grande déception. Ce livre que j'ai fait là-dessus, il a intéressé. Il a permis à beaucoup de gens de découvrir le problème. Mais alors que je croyais que ça allait accélérer le traitement et les solutions, ce n'est pas le cas. Donc, c'est assez décevant. Parce que dans votre livre, vous dites quelque chose de très fort, qui est de dire affaiblir le droit des plus pauvres. Oui. C'est affaiblir le droit. Les juridictions sociales, c'est affaiblir le droit des plus pauvres. Ouais. Et c'est donc un engagement politique, un constat de... Oui, moi j'ai quitté la vie politique, j'étais pendant 20 ans parlementaire. Je l'ai quitté, mais j'ai conservé les mêmes idées, donc je fais de la politique avec mes livres. Voilà. D'une certaine façon. Mais avec moins de succès. Parce que le débat sur les prud'hommes a été au centre quand même depuis ces quelques mois de débat.
plus ou moins compris ou non. Mais semble-t-il, le gouvernement, via la loi Macron, a été dans un sens que vous ne recommandiez pas du tout. Alors, d'abord, la loi Macron... Vous êtes très sévère avec cette loi. Non, je ne suis pas sévère. Je suis au contraire trop indulgent. La loi Macron, d'abord, relève, dans certains domaines, relève du ministre de l'économie, et c'est son problème. Que l'on puisse traiter des prud'hommes sans que le ministre du Travail soit présent au banc du gouvernement et rapporte la loi. Et sans que le ministre de la Justice soit là. Alors que les juridictions sociales, et en particulier les prud'hommes, c'est des juridictions qui ont deux tuteurs, la justice et le travail. C'est incompréhensible. Et c'est, je ne dis pas que c'est inacceptable, ça a été accepté par la France entière. C'est très dommageable. Vu de Suisse, ou de Belgique, ou d'Allemagne, c'est incompréhensible. Et les Français sont spéciaux. Ils réforment les juridictions du travail sans le ministre du Travail et sans le ministre de la Justice. Ils n'y croient pas. Ils croient que... Bon, alors c'est comme ça. C'est un phénomène qu'on peut expliquer pour des raisons, non pas politiques, pour des raisons politiciennes. En vérité, parce que, et elle a raison, Christiane Taubira n'était pas très chaude pour aller se lancer dans cette réforme-là. Mais il y a plus grave, c'est qu'il y a d'autres projets qui arrivent et qui consisteraient à transférer ce pouvoir de modification par ordonnance. La législation par ordonnance, elle est constitutionnelle. Elle prévoit qu'un gouvernement peut demander l'autorisation de modifier, par exemple, le Code du travail par ordonnance, sous réserve de faire ratifier ensuite ces ordonnances. Donc c'est pas illégal, c'est pas anticonstitutionnel. Mais une question aussi importante sur le plan politique et social, que les prud'hommes, que le droit du travail, que c'est le droit le plus populaire qui soit, qui concerne les gens qui sont parmi les plus faibles dans la société. Et ça, c'est incompréhensible avec un gouvernement comme le gouvernement actuel. Et je pense qu'ils vont hésiter encore, et peut-être que il y aura des rebondissements, je pense, à court ou moyen terme, mais ça reste un mystère. Pourquoi est-ce que la France est en retard dans ce domaine des juridictions sociales? Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne cherche pas à rattraper ce retard? Et pourquoi est-ce que l'opinion est si chloroformée, si indifférente, pourquoi? Sans doute parce qu'il y a un glissement dans l'opinion publique française qui considère que, d'une certaine façon, comme les conservateurs britanniques, les pauvres, c'est qu'ils ont tort d'être pauvres. Et les chômeurs, c'est pas leur faute, mais c'est pas la nôtre non plus, donc ils se débrouillent, chacun pour soi. Les juridictions sociales, ce sont les juridictions qui sanctionnent le droit social, et le droit social, c'est le droit qui dit le contraire de chacun pour soi, qui dit les malades, les blessés, les accidentés du travail, les gens qui sont en difficulté, ont droit à ce que la société s'occupe d'eux. Et si ce droit n'est pas appliqué, ils ont droit à aller voir un tribunal qui va leur donner justice. Ça, c'est en cours d'abandon en ce moment. Vous parliez d'engagement tout à l'heure, et manifestement, la justice des mineurs, les juridictions sociales, c'est une façon aussi de faire de la politique, différemment, mais participer au débat politique. Moins efficace. Oui, mais il existe, et vous parliez et cet engagement, il trouve ses racines où? Depuis très longtemps, de votre expérience algérienne? Oui, bien sûr. Moi, comme... Quand vous militiez contre la colonisation? Oui, comme beaucoup de gens de ma génération, nous avons été, en vérité, politisés. Nous avons été politisés par la guerre, parce que quand même, enfant, j'ai vu mon pays envahi par une armée étrangère, j'ai eu peur, je n'étais pas content, on s'est enfui, on était l'exode et tout ça. Bon. Mais nous avons été politisés par l'après-guerre, puisque les guerres coloniales ont repris au nom de la France une politique qui était exactement l'inverse de ce qu'on attendait, et qui ressemblait aux politiques d'invasion des autres, des Allemands. Par conséquent, la révolte contre les guerres coloniales est une révolte contre une surprise et une indignation de voir que, en Indochine d'abord, en Algérie ensuite, des guerres d'occupation, de répression, des villages brûlés, des gens torturés, et ça nous a indignés. Donc on a été politisés. Heureusement pour la jeunesse d'aujourd'hui, ils ne sont pas dans un pays qui occupe d'autres pays, qui torture des... Bon, mais nous, c'est ce qu'on a connu, ce contre quoi nous avons lutté. Et donc ça a été le critère, le facteur de politisation qui, en effet, pendant les années 50, essentiellement les années 50-60, a été majeur. Heureusement, aujourd'hui, le problème ne se pose plus. La France a décolonisé. Mais, ce qui se pose encore, c'est que la France
est le pays qui a décolonisé le plus tard. Les Anglais à l'époque. Et donc, le passé post-colonial de la France ne passe pas parce que l'immigration est une immigration de gens dont les parents ou les grands-parents ont été fusillés, mitraillés, incendiés, refoulés en Algérie, au Sénégal, dans différents pays. Et donc, on n'en a pas fini avec ce passé. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens jeunes aujourd'hui, qui n'en connaissent pas cette période des guerres coloniales, heureusement, ils ne peuvent pas comprendre à quel point le vécu de certains de ces jeunes d'origine, je dis post-coloniale, est pesant. Et je peux le comprendre parce que moi, dans ma génération, nous avons connu l'occupation allemande, mais dans ma génération, nos parents nous parlaient de l'occupation allemande de la guerre de 14. Dans ma génération, nos grands-parents nous parlaient de l'occupation allemande de 70. Dans ma génération, on avait un souvenir vécu ou transmis de l'occupation étrangère. La génération française aujourd'hui, heureusement, n'a pas ce souvenir. Donc, et elle a du mal à comprendre que les enfants d'ex-colonisés ne soient pas tout à fait comme nous. Mais c'était fondateur, Ah oui. Votre militantisme anti-colonial, Oui. était fondateur dans votre parcours politique par la suite. Ça a été quelque chose. Oui, bien sûr, d'autant plus que l'UNEF, dont j'étais un des responsables à Paris, et ensuite l'UNEF, qui était un syndicat étudiant, était un syndicat très politique parce que dans les partis de gauche, le Parti communiste français n'avait pas une position claire sur les luttes anticolonialistes, en tout cas sur l'Algérie, et la SFIO avait une position très claire de colonialisme intense. Donc, des gens de gauche comme moi, qui n'étions ni communistes, ni pour la SFIO de Guy Mollet, l'UNEF était notre parti, c'était un peu le parti de la jeunesse étudiante anticolonialiste. Donc ça a été une structure très importante pour nous. Et en plus, nous avons vécu cette expérience incroyable des élections de 1956, où Mendes France, qui était le héros de la décolonisation de la Tunisie, mais renversé en 1954. En 1956, on a voté pour Mendes. Il y a eu une majorité pour le Front républicain, et Mendes allait être président du Conseil. Pas du tout. Le président de la République de droite de l'époque a désigné comme président du Conseil, comme chef du gouvernement, Guy Mollet, qui a fait la politique inverse de ce qui avait été annoncé. Donc la colère et la rancœur a été très forte pour une deuxième mobilisation, c'est de la politique qui était de fabriquer ce qu'on a fini par faire par quelques-uns, fabriquer un parti socialiste digne de ce nom, qui se détache de la politique molletiste. Ça a été long. Vous avez pendant 50 ans justement exercé des responsabilités politiques, de député rural, Saône-et-Loire, jusqu'à ministre de l'Intérieur, de la Défense, une autre fois de l'Intérieur à nouveau. Pas pendant 50 ans. Non, pas pendant 50 ans, 20 bien ans. sûr. Oui, mais votre engagement politique, il commence, vos responsabilités commencent 45 ans, alors, disons. Moi, j'ai 54 ans d'activité civile et militaire. J'ai fait 20 ans de la politique, c'est exactement 20 ans. J'ai été élu député. Oui, bon, peu importe. Enfin, et maintenant, vous en retenez quoi de toutes ces années-là d'engagement politique, de vie politique au plus haut niveau de l'État? Il y a une chose que je n'avais pas du tout imaginée et que j'ai découvert lentement, c'est que pour certains, la politique est devenue un métier. Oui. Un métier dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une capacité professionnelle et un gagne-pain. Moi et beaucoup de mes amis, nous avons fait de la politique qui n'était pas notre métier. Ni notre formation professionnelle, parce qu'on avait fait un métier avant, ni un gagne-pain, parce qu'on n'avait pas besoin de ça pour vivre. Et moi, d'ailleurs, j'ai quitté la vie politique et j'ai été pendant 8 ans président de la Cour des comptes. J'avais mon métier, j'ai repris mon métier. Il y a aujourd'hui dans la vie politique beaucoup de gens, hélas à gauche, beaucoup de responsables, qui n'ont jamais eu de métier, sauf la politique. Et qui n'ont donc jamais eu aucune activité professionnelle, sauf la politique, qui n'ont jamais eu de gagne-pain, sauf la politique. Et ça, c'est terrible. Et c'est le problème majeur de la gauche française aujourd'hui, c'est que, forcément, c'est même pas leur faute, des gens qui sont dans la vie politique sans avoir jamais exercé un métier normal, professeur, journaliste, médecin, photographe, et pour qui la vie professionnelle c'est le métier,
et dont le gagne-pain est le seul, alors à ce moment-là, le rapport à la politique est complètement gauchi, C'est-à-dire on n'ose pas le dire, peut-être plutôt droitisé que gauchi, par le rapport professionnel à la vie politique. C'est terrible, ça veut dire. Ben, c'est terrible, c'est un problème d'emploi. Moi, si j'étais battu aux élections, j'ai été élu en 73. Si j'avais été battu en 78, si j'avais été battu en 80, j'aurais pris mon métier. J'aurais été vexé d'être battu. Mais j'ai un métier. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont jamais eu de métier autre. Oui, c'est des professionnels de la politique. Ouais, ben, ça n'existait pas à gauche autrefois, ça. Et ça produit quoi, alors, justement, sur la classe politique, la professionnalisation? Eh ben, ça produit des politiciens professionnels qui n'ont qu'un rapport très lointain avec la vie nationale. Malheureusement. C'est-à-dire que ça ne produit plus d'hommes politiques, si je comprends bien. Ah ben si ça produit des politiciens, mais qui n'ont pas de... qui sont d'une espèce, presque d'une espèce humaine différente. Parce que la plupart des gens, pas la plupart des gens, beaucoup de gens ont eu un métier avant de faire de la politique. Et le quittent et reprennent leur métier. Tandis que là, on est dans le... Actuellement, par exemple, même dans le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, à peu près la moitié des députés actuels qui ont pratiquement commencé leur vie comme permanents politiques, etc. Bon. Alors, il y a un remède à ça, il y en a un seul. C'est la non-rééligibilité indéfinie. On ne peut pas interdire à quelqu'un de commencer à faire de la politique jeune. Et s'il est élu jeune, bah, tant mieux, bravo. On ne peut pas interdire à quelqu'un de commencer à faire de la politique vieux. Comme moi, j'ai commencé à 45 ans. J'ai quitté au bout de 20 ans. Mais on pourrait limiter la rééligibilité, ce qui est courant, par exemple, aux États-Unis. Aucun président des États-Unis ne peut être président plus de 2 fois. Avant, Roosevelt a été 3 fois, 4 fois. Ça a été corrigé parce que la non-rééligibilité est une règle qui existe dans certains pays, dans certains domaines, dans beaucoup d'associations, dans beaucoup de la vie associative. Donc vous voudriez limiter à 2 fois. Alors c'est limité déjà pour les présidents de la République. C'est une règle nouvelle qui a été introduite à l'époque, ça a fait hurler. Et c'est une règle qui, à mon avis, va s'imposer dans l'avenir. Pourquoi ? On en voit les effets, parce que parfois elle est introduite par les partis eux-mêmes. Mais l'exemple, par exemple, de la région Île-de-France, où le président socialiste de la région Île-de-France, bien que les statuts lui interdisent de se représenter, envisage de se représenter quand même, montre qu'il faut que ce soit dans la loi. Quand les statuts du Parti socialiste ont dit qu'il faut qu'il y ait plus de femmes élues. Très bonne décision. On va prendre des mesures pour désigner des femmes élues. Très bonne décision. Très bien. Et puis, dans certains endroits, les décisions ont été tournées. Par exemple, il fallait mettre un homme et une femme dans la liste des sénatoriales. Il y a des endroits où les socialistes ont dit, ça nous embête, ces bonnes femmes nous font suer. Ils ont fait 2 listes, une avec un homme, l'autre avec un homme, une femme. Et ils ont eu 2 élus hommes en tournant la loi. Bon, donc il faut des lois assez raffinées, comme par exemple la loi sur les conseils généraux, où là, mathématiquement, géométriquement, il y a autant d'hommes que de femmes. Or, moi, je sais de science certaine l'intérêt qu'il y a à ce qu'il y ait plus de femmes dans la vie politique. C'est que d'une certaine façon, les femmes sont plus consciencieuses. C'est vrai dans la vie professionnelle, et c'est vrai dans la vie politique. Dans la vie professionnelle, les femmes sont plus consciencieuses. C'est comme ça, je l'ai observé dans une longue vie administrative. Dans la vie politique, il y a eu une période où il y avait pas mal de députés socialistes femmes. C'était les élections de 86, grâce à la proportionnelle. J'étais président du groupe parlementaire. L'assiduité, la régularité, la présence des femmes députées du groupe était proche de 100%, alors que chez les hommes, elle était entre 30 et 60%, etc. Donc, je pense que c'est une question civique qu'il faut que les femmes prennent plus de responsabilités dans la vie politique. Et ça a été tourné récemment, parce que aux élections départementales, beaucoup de femmes élues. Combien de femmes présidentes de conseils départementaux ? Moins de 12. C'est-à-dire que la société française est un peu... Elle évolue. Elle évolue. Ma mère a voté pour la première fois quand j'étais enfant. Elle m'a emmené voter. Oui, mais elle était folle de rage de ne pas pouvoir voter au moment du Front populaire. Ma mère était une des premières femmes à passer son permis de conduire. Aujourd'hui, personne ne penserait à empêcher les femmes de voter. Il y a 100 ans, elle ne votait pas. En France,
Donc la France est un pays assez retardataire, ou retardateur même pour les progrès démocratiques. J'ai remarqué dans plusieurs de vos livres, vous êtes assez sévère sur l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire la métamorphose des hommes ou des femmes face à l'exercice du pouvoir. Et vous parliez pas mal à ce sujet de François Mitterrand. Bon, sévère, non. Philosophe plutôt. Oui. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la non-rééligibilité est une très bonne règle, c'est que, effectivement, je pense qu'aucun homme, et sans doute aucune femme, il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Brésil ou en Argentine, si elle est rééligible au Chili, finit par perdre ses repères, etc. Donc, non, pas sévère, philosophe, c'est vrai que être trop souvent, trop longtemps dans la même position de pouvoir et ne pas pouvoir s'en passer, et donc, et pouvoir se représenter, et pouvoir être réélu, c'est dangereux. Alors, pour Mitterrand comme pour les autres. Mitterrand, il y a autre chose. Mitterrand était gravement malade. Ça s'est révélé très tard. Oui, enfin, assez vite. Non, ça s'est révélé cliniquement assez tard, et ça n'a été révélé publiquement que très tard. Donc ça a pesé sûrement sur son comportement, parce qu'il y avait chez lui une espèce de volonté d'énergie vitale qui n'était pas séparable de l'énergie politique. Et d'ailleurs, son médecin, que j'aimais bien, qui a été très critiqué, mais le docteur Gubler, que j'ai beaucoup vu, parce que j'étais beaucoup avec Mitterrand, moi, y compris la fin de sa vie, il disait, s'il s'arrête, il meurt. Bon, personne ne pourra prouver si c'est vrai ou pas. Ce qui est sûr, c'est que, bon, ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Parmi les combats aussi, enfin, les positions que vous avez prises justement en fonction de la vie politique, c'était le non-cumul des mandats. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe actuellement ou Ça progresse, oui. Je l'ai appliqué moi-même. J'ai quitté le Conseil général quand j'ai été élu député. Je ne suis pas retourné au Conseil général. J'ai quitté la présidence du Conseil régional de Bourgogne. Et c'est pas très compliqué, mais il faut bien voir aussi que c'est lié au problème de la professionnalisation de la politique. Moi, quand j'ai quitté le Conseil général, quand je ne me suis pas représenté au Conseil général de Saône-et-Loire, on avait gagné la majorité, je serais devenu président du Conseil général. C'était un parachute ventral. J'étais député, j'avais un parachute dorsal. Si j'étais battu, voilà, je gardais l'un ou l'autre. Quand je suis devenu par-dessus le marché président du Conseil régional de Bourgogne, j'aurais pu rester tout ça, comme c'était le cas de Le Canuet. Le Canuet, à un moment donné, il y a 30 ans de ça, il était sénateur, président du Conseil général de la Seine-Maritime, président du Conseil régional de la Normandie et en plus au Parlement européen. C'était possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc il y a un progrès lent, mais permanent, et je pense qu'il finira par aboutir. Parce que, effectivement, c'est un élément de professionnalisation de la vie politique. Les gens considèrent ça, qu'ils ont un parachute de secours ou un gagne-pain de secours. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fonctionnaires et qui sont obligés de prendre des risques et qui ont envie de les limiter. C'est peut-être un frein aussi à une vie politique plus vivante et... Oui, non, je pense que je connais des hommes politiques qui n'étaient pas fonctionnaires, comme Claude Estier qui était journaliste, comme Gérard Bapt qui était chirurgien, comme d'autres, etc. Effectivement, quiconque quitte son métier pour faire de la politique prend le risque de manquer une promotion, ça c'est vrai pour... Mais le fond de l'affaire n'est pas là. Le fond de l'affaire, c'est que si trop d'hommes politiques deviennent des professionnels de la politique devient une profession. Et à ce moment-là, ce n'est plus une question de conviction, ça devient en partie une question d'intérêt personnel. Vous ne parlez pas du ministère de l'Intérieur dans les souvenirs que vous avez? C'est important, cette période-là, pour vous? Ah bah bien sûr, oui, j'ai passé 4 ans de ma vie. Alors, bien sûr, oui, c'était très intéressant d'ailleurs. Une période un peu agitée où le terrorisme, les bombes explosaient dans Paris assez souvent, oui. Si, et puis c'était pas seulement la police, c'était aussi les problèmes d'organisation administrative, la décentralisation que nous avions mise en place lentement. Ça m'a beaucoup intéressé, oui. Je pense que parmi les choses qui vous importent, si j'ai bien compris vos témoignages, c'est que vous ne voulez plus vous taire, en fait. Dans cas de conscience, par exemple, vous avez voulu exprimer publiquement vos désaccords, ce que vous pensez,
et qui laissait une trace du débat politique. C'est-à-dire que quand j'ai quitté la vie politique pour rentrer à la Cour des comptes, pour faire mon métier, je sais très bien là. Et quand Forny m'a proposé de me nommer au Conseil constitutionnel, j'ai accepté en pensant que c'est très intéressant. Donc j'ai accepté. Je ne regrette pas maintenant. Mais je n'avais pas mesuré à quel point le Conseil constitutionnel était composé de gens réactionnaires, très politiquement engagés, et par conséquent que le Conseil constitutionnel n'avait rien de juridiction. Rien. La Cour des comptes, il y a des gens de droite et de gauche. Depuis toujours. Peut-être qu'historiquement, il y en avait plutôt plus à droite. Et aujourd'hui, comme le recrutement a été démocratisé, le Conseil constitutionnel, nommé par des autorités politiques, par construction, était composé par des gens, étant nommés par des présidents de droite, étaient à droite. Mais il y a des gens qui, étant à droite, politiquement, dans une fonction juridictionnelle, vont mettre leurs convictions de côté et juger en droit et en équité. Le Conseil constitutionnel, comme il est au-dessus de toutes les lois, c'est lui qui dit ce qui est constitutionnel. Qu'est-ce qui est constitutionnel en France? C'est ce que 5 membres sur 9 du Conseil constitutionnel jugent-elles. Bon, or, qui sont-ils? Ils sont, depuis toujours, et encore maintenant, pour la plupart, nommés en majorité ou exclusivement par la droite. C'est inimaginable en Allemagne. En Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe est composée uniquement de magistrats qui ont fait toute leur carrière comme magistrats, qui ont été nommés sur des critères professionnels de droit et qui sont nommés par le Parlement allemand, mais avec des majorités qualifiées telles qu'il n'y a jamais une majorité ni de droite ni de gauche. C'est une vraie juridiction. C'est pas le cas avec le Conseil constitutionnel. Et là, c'est là que j'ai découvert, en effet. Et alors, c'est une juridiction partisane. C'est pas une juridiction du tout. C'est un organe politique qui se part des plumes de la juridiction et qui essaye de faire croire qu'il est... Bon, alors qu'il n'y a qu'à regarder la composition, regarder la carrière de la plupart des membres du Conseil constitutionnel, encore aujourd'hui. Ce sont des gens très estimables par ailleurs, mais qui n'ont... Moi, je suis un professionnel du droit. J'ai commencé ma vie professionnelle comme magistrat, je l'ai fini comme magistrat. Benoît de Saint-Marc aussi, l'ancien président de la Cour de cassation aussi. Donc il y en a un certain nombre qui sont... Les autres, regardez leur vie. On n'embaucherait pas comme professeur de chirurgie quelqu'un qui a fait de la menuiserie toute sa vie. Encore la menuiserie, ça peut servir dans la chirurgie réparatrice. Tandis que là, on peut devenir membre du Conseil constitutionnel et dire le droit constitutionnel sans l'avoir jamais pratiqué. Donc c'est ça. Et d'autre part, il s'est passé une chose bizarre que je peux vous raconter parce que c'est drôle. On m'avait demandé, une revue m'avait demandé un article sur l'affaire du contrat premier emploi à la crise qui avait eu lieu et dans lequel le Conseil constitutionnel s'était déconsidéré en acceptant de valider tout en validant, pendant que Chirac disait qu'il ne promulguerait pas, enfin une histoire de corne de cul incroyable. Je fais un article, et les gens de cette revue, que je ne nommerai pas par charité, ah non, c'est trop dur, on ne peut pas, est-ce que vous ne pourriez pas supprimer ci? Je dis quoi, vous voulez me censurer? À l'âge que j'ai, c'est dans un domaine que je connais mieux que vous. Ah non, pas vous censurer, mais j'ai dit, écoutez, vous ne voulez pas mon article, je le publierai, et je leur ai dit, pour me moquer d'eux, je ne sais pas si je le publierai à Genève ou à Amsterdam, mais je le publierai hors de France, puisque je comprends qu'en France, on ne peut pas. Et en vérité, à partir de cet article, qui est le chapitre, qui est un des chapitres d'un de mes livres, j'ai fait un livre dans lequel j'ai raconté d'autres histoires. Et j'ai publié ce livre en Suisse. Je peux vous dire pourquoi. J'ai publié à Genève pour faire un pied de nez aux gens qui ont voulu censurer mon article. Voilà. Et en plus, parce que j'ai des affinités avec les protestants suisses, étant moi-même d'une famille d'origine protestante et suisse. C'est-à-dire que dans Cas de conscience, puisque c'est le titre de ce livre, vous révélez, en plus exactement, vous témoignez du débat qu'il y a eu à l'intérieur du Conseil constitutionnel. Non. Non. Enfin, non, si je témoignais du débat, oui. Je violerais le secret du délibéré. Je ne témoigne pas du débat. Je publie ce que vous pensez, ma conviction et le texte que j'ai proposé. Ce qu'on appelle une opinion différente, qui est pratiquée couramment depuis en Allemagne, 2 siècles à la Cour suprême des États-Unis, depuis sa création par la Cour européenne des droits de l'homme, depuis un demi-siècle par la Cour constitutionnelle allemande, depuis sa création par la Cour constitutionnelle portugaise, partout, sauf en France. Et pourquoi? Allez leur demander. Parce qu'ils ont... Alors, je vais vous dire pourquoi, moi. Parce que ça fait peur. Qu'est-ce que c'est qu'une opinion différente?
c'est de dire dans le débat, à un moment donné, sur une question politique, juridique, majeure, on dit, moi je ne suis pas d'accord, voilà mon opinion, ça veut dire, je la publierai, soit que vous l'adoptiez, soit que vous la repoussiez. Donc je prends le risque qu'elle soit repoussée. Mais ceux qui la repoussent prennent le risque qu'on sache qu'elle a été repoussée. Donc l'opinion différente garantit le secret du délibéré. Elle ne publie pas le débat. Mais comme on dit, qui a déposé l'opinion différente? Jox. Elle a été repoussée, on ne sait pas par qui, mais pas par Jox. Oui. Or, qu'est-ce qui se passe dans le droit des pays où l'opinion différente est révélée? Qu'est-ce que c'est qu'une opinion différente? C'est une opinion qui, très souvent, va éclairer le débat politique et 10 ans après, 20 ans après, va devenir la définition. Qui est une opinion qui va expliquer pourquoi le débat est posé. Par exemple, prenez l'avortement. La loi sur l'avortement. Il n'y avait pas de contrôle constitutionnel à l'époque, il a été compliqué. Mais comment on va mesurer le droit à l'avortement? Les gens qui disent c'est pas compliqué, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est un crime, c'est un assassinat, c'est un infanticide. Même quand l'embryon a 1 jour, infanticide. D'autres vont dire non, c'est oui. Mais ils ne vont pas dire on peut accoucher de force une femme à 8 mois et demi et zigouiller l'enfant. Non. Quand l'interruption de grossesse est possible, légale, c'est une question plus philosophique que juridique. Or, on constate qu'à travers le monde, aujourd'hui, partout à peu près, on dit, pendant les 3 premiers mois, l'embryon, c'est le corps de la femme. Il n'appartient qu'à elle. Pendant les 3 derniers mois, l'embryon, c'est un bébé. Il peut naître et vivant même à 6 mois. Pendant entre 3 et 6 mois, ça se discute. Et selon les législations, ça commence à 4 mois, 5 mois, etc. Bon. Donc, on est devant un problème qui est autant philosophique que juridique et qui est résolu par des discussions et où les opinions différentes et les opinions tout court sont très importantes pour faire évoluer le droit. Mais pourquoi vous dites que ça fait peur? Ben, ça fait peur parce que par exemple, la France n'est pas prête à entendre ça, parce que les institutions sont à ce point-là congelées. Par exemple, quand je me suis opposé à la... Je cherche un exemple, à telle décision du Conseil constitutionnel, et que j'avais publié mon texte pendant le libéré, ben, tout le monde aurait su qui était contre. Oui. Vous voyez? Oui, mais ça c'est juste, bon, à la limite, ça fait... Mais il y a des gens qui n'ont pas envie. Non mais... Ils ont envie qu'on croie qu'ils étaient pour. Par exemple, quand une décision est prise par le Conseil constitutionnel, on dit les présents. On ne dit pas qui a voté comment. Oui, ça c'est le délibéré. Mais en quoi... C'est délibéré. En Allemagne aussi, il y a un délibéré. Mais en quoi, en France, publier une opinion différente qui amène quelque chose dans le débat serait l'objet d'un... Ben demandez-leur. Vécu comme un danger. Demandez-leur. Moi je ne pense pas. Oui, mais moi je ne peux pas justifier. Oui. Personne ne peut le justifier. Personne n'argumente là-dessus. Et quand on dit aux gens, mais en Allemagne c'est comme ça depuis 50 ans, aux États-Unis depuis 200 ans, et ils ne répondent pas. Parce qu'il n'y a pas de réponse. La seule réponse c'est qu'ils ont peur. Et ça, très peu de gens ont envie de dire j'ai peur. J'ai peur qu'on sache ce que je pense. Et la vérité, c'est aussi pour vous une valeur importante en politique? Bah, évidemment, mais en plus en droit, la seule vérité en droit, c'est qu'il n'y a de loi qu'au moment où elle est promulguée. Moi, quand j'étais étudiant en droit, on nous apprenait, on avait un professeur, M. Julio de la Morandière, qui s'indignait parce qu'on accordait les allocations familiales aux enfants naturels. C'est une atteinte à la famille, etc. Aujourd'hui, quelqu'un dirait ça en faculté de droit, il serait ridiculisé, il n'oserait même pas le dire. Mais il y a 60 ans, c'était pas ridicule, c'était le droit. C'était honteux. Bon, aujourd'hui, personne ne le dit. Pourquoi? Pas parce que c'est honteux, parce que c'est passé dans les mœurs. Pourquoi c'est passé dans les mœurs? Parce que c'est passé dans la loi. Donc la loi, elle reflète les mœurs, mais elle façonne les mœurs aussi. Donc il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on sache qu'ils sont opposés à telle loi, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on sache qu'ils sont opposés à telle évolution des mœurs. Et ça, c'est vrai pour le mariage, pour les allocations familiales, pour le droit des enfants. Par exemple, je prends cet exemple-là, mais c'est vrai aussi dans le droit du travail. C'est vrai dans tous les droits sociaux. Il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on sache qu'ils sont pour la diminution des allocations familiales.
Il y a un temps, il n'y avait pas d'allocation familiale. La France a gagné de nombreuses batailles et perdu beaucoup d'enfants sur les champs de bataille de l'Europe sans allocation familiale. On peut vivre sans allocation familiale. Mais qui oserait aujourd'hui dire on va les supprimer? Personne. Qui se battait pour, il y a 100 ans, il y a 50 ans? Des gens qui étaient en avance sur leur temps. Et les autres disaient ah oui, vous avez raison, mais on ne peut pas, c'est trop cher, c'est trop vite, c'est pas maintenant, etc. Donc il y a quand même toute une partie du débat politique qui est esquivée lorsqu'on interdit la publication d'opinions diverses. C'est pour ça que dire et témoigner, c'est essentiel par vos livres, par vos publications. C'est une façon de continuer le débat politique. Oui, ou même de l'élargir à certaines questions qui ne sont pas dans le débat politique. Et juste le débat politique et la vie politique aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? Il se traduit comment? Idéalement, c'est quoi faire la politique? Voilà, pour le moment, malheureusement, il est plutôt droite-gauche qu'interne à la gauche. Il y a une espèce de fascination, c'est à cause du régime de la Ve République, qu'une grande partie des gens qui sont élus à gauche, même si le gouvernement pratique une politique fort éloignée de ce qui avait été annoncé dans la période électorale, se taisent ou attendent la suite, quoi. Donc, je pense que le débat politique à l'intérieur des courants de pensée principaux est nécessaire à la démocratie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi pour le scrutin proportionnel, que je suis contre les institutions actuelles de la Ve République. J'ai voté contre en 1958, je suis toujours contre, et je suis pour la proportionnelle, qui a toujours été dans le programme du Parti socialiste, parce qu'elle donne à tous les courants de pensée la possibilité de s'exprimer, qu'ils soient à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Moi j'ai connu l'Assemblée avec 50 députés de droite. Voilà, ils étaient 50, ils gueulaient comme des ânes pendant les 3 premières semaines, en disant on sera toujours là, on sera le meilleur député. Au bout de 3 semaines, il n'y en avait plus que la moitié. Au bout de 3 mois, il n'y en avait plus. De droite ou Comment? De droite, droite. L'extrême droite. L'extrême droite, vous Ah, avez oui, dit oui. droite. Non, d'extrême droite, avec la proportionnelle. Oui, c'est ça. Ah oui, ben, il y avait le Front National, ils étaient là. Et puis ils ont disparu de la vie politique. Non pas parce qu'ils étaient morts, ils étaient toujours députés, mais ils ne venaient pas. Parce qu'ils étaient fatigués, ça les dérangeait dans leur vie, etc. Donc la proportionnelle, c'est le moyen d'assurer à tout courant une représentation, alors, à peu près équitable. On n'est pas forcé d'aller aussi loin que les Hollandais ou les Danois, où il y a des partis qui ont un député. Bon. Mais en France, on est malheureusement aux législatives, puisque heureusement pour les élections locales, la proportionnelle a été introduite. En France, on est encore écarté de la proportionnelle. Je suis sûr que ça changera un jour. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, comment vous engageriez-vous en politique? Aujourd'hui? Oui, si vous aviez 20 ans, comment vous prendrez votre part dans la vie politique? C'était une question que vous disiez simple, entre guillemets simple, dans votre génération. Aujourd'hui, elle me semble plus complexe. Non, pas du tout, non. J'adhérerais au parti de gauche qui me paraîtrait le plus conforme à mes idées et j'y militerais. Ça, c'est de la langue de bois, ça. Non, pas du tout, pourquoi? Non. J'adhérerais, vous savez, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, il y avait le Parti communiste, le Parti radical, qui est une partie de gauche, il y avait le Parti socialiste et ses fillots. Je n'ai pu adhérer à aucun d'entre eux parce que je n'étais pas communiste, j'étais anti-molétiste. Et le Parti radical, c'était Mendes, mais ce n'était pas Mendes. Donc, après, il y a eu le PSU, le PSA, etc. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de partis anticapitalistes. Il y a les Verts, il y a le Parti socialiste, il y a des partis, il y a le parti de Mélenchon, etc. Donc j'adhérais à un de ces partis, je ne sais pas encore lequel. Oui. Mais sans doute, oui. Mais je commencerai surtout par m'occuper de mes études un peu plus que quand j'avais 20 ans. Et vous auriez un conseil justement à ces jeunes de 20 ans qui veulent s'engager? Quand ils me le demandent, je leur donne. Mais vous n'êtes pas une jeune de 20 ans qui veut vous engager. Donc. Peut-être nos auditeurs, ceux qui ne verront. Non. Bon. Non, je ne suis pas un mage qui distribue des... Vous n'êtes pas un mage ni un sage. Ça, je ne sais pas, mais mage, non. Non, mais je vois des jeunes, bien sûr. Ça dépend ce qu'ils espèrent. Il y a des jeunes qui veulent faire de la politique parce qu'ils veulent devenir députés. Il y en a qui viennent me trouver comme ça. Je leur dis, commencez par avoir un métier, un bon métier, le faire. Vous aurez rencontré la vie, le travail, les élèves, ou les bureaux, ou l'atelier, quelque chose. Après, vous pourrez avoir une idée sur la politique. Voilà, pour les gens qui ont un métier, qui ont déjà un métier qui me parle. Généralement, à 20 ans, c'est les gens qui ont un métier. À 20 ans, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les gens de 20 ans, là, ce qu'on peut leur dire de mieux, c'est travaillez, formez-vous. La politique sera pour plus tard.
Jox, de quoi êtes-vous le plus fier? De mes livres.